Depuis le mois d'août, l'affaire Vanessa tient en haleine Cameroun tout entier. Vanessa, c'est le prénom d'une maman qui n'a plus revu son bébé depuis son accouchement il y a 6 mois. Avant d'y revenir avec notre invité, retour sur l'affaire dite du bébé volé avec Ilham Taoufiki. 6 mois déjà que l'affaire du bébé volé fait la une. Il faut dire qu'il y a là tous les ingrédients pour défrayer la chronique. Une fille mère sans ressources, un bébé volé, des notables et des autorités embarrassées. Tout commence le 20 août 2011. Vanessa Tchatchou, 17 ans, donne naissance à une petite fille à l'hôpital de Yaoundé. Mais dans les heures qui suivent l'accouchement, le nouveau-né disparaît. Une magistrate est accusée d'avoir volé le bébé. Cette dernière affirme avoir adopté l'enfant en toute légalité. Vanessa, quant à elle, refuse de quitter la maternité tant que son bébé ne lui est pas restitué. Un comité de soutien se met en place. L'affaire prend une ampleur nationale. De leur côté, les autorités camerounaises mènent l'enquête. Leur conclusion est relayée en février dans les journaux télévisés. Le ministre de la Communication affirme que ce bébé a été enlevé par une jeune fille et que le bébé a rendu l'âme une semaine après sa naissance avant d'être inhumé à Nkoteng. Pour enfoncer le clou, le parquet camerounais affirme que le test ADN pratiqué sur le bébé de la magistrate ne présente aucun lien de maternité avec Vanessa. La jeune fille, elle, ne croit pas à la version officielle. Elle a finalement été expulsée de la maternité Manu Militari. La scène a donné lieu à des échauffourées devant l'hôpital. 6 mois après la disparition de son bébé, Vanessa Tchatchou, comme bon nombre de Camerounais, reste persuadée de l'existence d'un vaste réseau de trafic de nouveau-nés couvert par les plus hauts sommets de l'État. Et avec nous, Vincent Sosten-Fouda, vous êtes auteur d'un ouvrage sur l'univers de l'adoption au Cameroun, chez l'Harmattan. Vous avez mené l'enquête dans cette affaire de bébé volé. C'est un cas emblématique au Cameroun. Des affaires comme ça, il y en a souvent. Oui, bonsoir. Il y en a très souvent pour la simple et unique raison, en réalité, que c'est un monde de l'impunité. Puis, il me semble que les Camerounais sont un peuple préparé à ce genre d'événement. D'abord parce qu'il n'y a pas de code de la famille au Cameroun. La façon dont la famille se constitue dans ce pays-là exclut complètement les femmes qui n'ont pas fait d'enfants. Donc par conséquent, quand on veut former une famille, il vaut mieux voler un nourrisson. Maintenant, cette affaire prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on découvre que il n'y a pas seulement maintenant des femmes qui ont des difficultés de maternité. On vole aussi des nourrissons de plus en plus pour les revendre sur le marché. Il faut dire aussi que le Cameroun n'a pas ratifié certains accords dits de traçabilité des nourrissons. Effectivement, l'accord de 1989 de la Haye, qui demande une certaine traçabilité au niveau de l'adoption, le Cameroun s'est arrangé, et ça, ce sont les fonctionnaires camerounais, ceux-là même qui sont impliqués aujourd'hui dans le trafic de nourrissons. Donc le Cameroun s'est arrangé à vivre en marge de tous les accords internationaux qui régissent l'adoption. Donc, si vous permettez, je vous dirais tout simplement que quelqu'un peut arriver au Cameroun aujourd'hui et demain repartir avec un enfant parce qu'il aura réussi non seulement à acheter un enfant, mais aussi à acheter le certificat de naissance, puis un passeport donc qui donne à cet enfant la possibilité de sortir. Et une fois hors du Cameroun, il a donc la possibilité de régulariser la situation. Mais c'est le fait aussi de la corruption finalement. Et est-ce que cette affaire, elle cristallise pas les rancœurs de la population camerounaise contre un pouvoir qui lutterait pas assez contre la corruption, le trafic de faux papiers? Mais vous voulez dire qu'il ne lutte pas du tout? C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un nid de corruption à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand vous voyez des médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate, quand vous voyez des assistants, des assistantes sociales, des infirmières, qui aujourd'hui font tout pour voler les nourrissons, pour faire le trafic de bébés, pour faire le trafic d'influence à tous les niveaux, parce que au sommet de l'État, en fait, on a une vacance. Le président de la République n'est quasiment plus là. Les ministres se partagent la parcelle de pouvoir qu'ils peuvent avoir. Et là, dans cette affaire de Vanessa Tchatchou, c'est une ministre de la République, Madame Bakambok, qui est impliquée au plus haut niveau. La ministre des Affaires sociales. La ministre des Affaires sociales. Et là, nous avons des cas comme cet enfant qui a été vendu à Douala à 15 millions de nos francs. C'est intenable pour un pays qui veut se développer. Et surtout, vous savez, Madame Larèche, l'enfant a toujours été la richesse des pauvres.
Et aujourd'hui, les riches arrachent ces enfants-là pour les revendre. Merci Vincent Sosten-Fouda. On a donc entendu votre point de vue sur cette affaire dite du bébé volé au Cameroun. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. C'est la fin de ce Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. Yeah. I'm a field Negro.